Chaque année, l'humanité produit une substance noire, sans laquelle aucune voiture ne roulerait, ton smartphone ne fonctionnerait pas, et les batteries modernes n'existeraient pas. Mais si je te disais qu'il ne s'agit pas de simple suie, mais d'un matériau né dans un enfer contrôlé à une température supérieure à celle de la lave volcanique. Des particules si minuscules que des milliers d'entre elles tiendraient sur le diamètre d'un cheveu humain. Et ce sont justement elles qui supportent des dizaines de tonnes de charge sur la route. Pourquoi les pneus sont-ils devenus noirs? Pourquoi sans cette poudre, le caoutchouc se désagrège-t-il en quelques mois? Et il existe un moment dans la fabrication dont on parle à peine, mais qui change tout. Reste avec nous jusqu'à la fin, et tu découvriras le secret qui se cache au cœur de cette matière noire. Commençons par préciser que le noir de carbone n'est pas simplement la suie de la cheminée de votre grand-mère. C'est un produit high-tech, à la structure rigoureusement contrôlée, avec des particules de taille et de propriétés définies. Au microscope, il ressemble à des milliards de minuscules sphères mesurant de 10 à 500 nanomètres. Pour vous donner une idée, un cheveu humain a une épaisseur d'environ 70 000 nanomètres. Ces particules sont donc 1000 fois plus petites. L'histoire du noir de carbone remonte loin dans le temps. Dans l'Égypte et la Chine ancienne déjà, on récoltait la suie issue de la combustion d'huile pour l'utiliser comme pigment noir dans les encres et les peintures. Mais la véritable révolution survient au début du XXe siècle, lorsque quelqu'un a l'idée d'ajouter de la suie au caoutchouc et découvre que le matériau devient bien plus résistant et durable. Avant cela, les pneus automobiles étaient blancs ou gris et ne duraient que quelques centaines de kilomètres. Après l'ajout de noir de carbone, ils sont devenus noirs et ont commencé à parcourir des dizaines de milliers de kilomètres. Aujourd'hui, près de 70% de tout le noir de carbone produit dans le monde est destiné à la fabrication de pneus. Le reste est utilisé dans une quantité innombrable de produits, des encres d'imprimerie aux cosmétiques, des plastiques aux batteries. Chaque année, plus de 12 millions de tonnes de noir de carbone sont produites dans le monde. C'est une industrie colossale dont on entend pourtant peu parler. Comment cette substance noire est-elle fabriquée? La méthode principale s'appelle le procédé au four. Imaginez un four gigantesque d'environ 30 mètres de long et plusieurs mètres de diamètre, fonctionnant à des températures comprises entre 1300 et 1650 degrés Celsius. À l'intérieur se crée un enfer contrôlé, où les hydrocarbures sont littéralement déchirés, atome par atome. Le processus commence avec la matière première, le plus souvent des résidus pétroliers lourds, obtenus lors du raffinage du pétrole. Ce sont des liquides épais et goudronneux, riches en carbone. Parfois on utilise du gaz naturel ou du charbon, mais les produits pétroliers donnent la meilleure qualité. Cette matière première est préalablement chauffée à une température d'environ 200 degrés pour qu'elle devienne suffisamment fluide pour être pulvérisée. Puis vient la magie. La matière première est pulvérisée en un fin brouillard dans une chambre de combustion où l'on injecte sous haute pression de l'air chaud ou de l'oxygène. Les gouttelettes s'enflamment instantanément et commencent à brûler. Mais ce n'est pas une combustion complète, comme dans un poêle à bois. C'est un processus incomplet contrôlé, où l'on donne délibérément moins d'oxygène qu'il n'en faudrait pour une combustion totale. À des températures aussi extrêmes, les molécules d'hydrocarbures se décomposent. Les atomes de carbone, libérés des molécules, commencent à s'assembler entre eux, formant de minuscules germes de futures particules. Ces germes se développent en agrégeant toujours plus d'atomes de carbone. L'ensemble du processus ne dure que quelques millisecondes. De la gouttelette de pétrole à la particule de suie formée, il s'écoule moins d'un dixième de seconde. Les particules continuent de circuler dans le four avec les gaz chauds. À un moment précis, on injecte de l'eau ou de la vapeur dans le four pour abaisser brutalement la température et stopper la réaction. Sans cette intervention rapide,
les particules continueraient de croître jusqu'à devenir trop volumineuses ou se consumeraient entièrement en dioxyde de carbone. Le contrôle de la température et du temps de réaction détermine la taille et les propriétés des particules. Les gaz chauds contenant des particules de noir de carbone traversent une série d'échangeurs thermiques, où ils sont refroidis à environ 200 degrés. Ce mélange passe ensuite dans un système de filtration. On utilise le plus souvent des filtres à manches, d'immenses sacs en tissu spécial, à travers lesquels le gaz circule, tandis que les particules de suie se déposent sur les parois. Périodiquement, les filtres sont secoués, et la suie tombe vers le bas, où elle est collectée. Mais ce n'est pas encore le produit final. Le noir de carbone fraîchement produit contient diverses impuretés, des résidus d'hydrocarbures, de l'eau, parfois du soufre et d'autres substances. Il est envoyé pour un traitement supplémentaire. Parfois, on le granule. On le compresse en petites billes de quelques millimètres afin de faciliter son transport et son utilisation. Parfois, on le traite avec des produits chimiques pour modifier les propriétés de surface des particules. Il existe différentes qualités de noir de carbone, qui se distinguent par la taille des particules, leur structure et leurs propriétés. Pour les pneus, on utilise généralement de la suie, dont les particules mesurent environ 20 à 50 nanomètres. Plus les particules sont fines, plus leur surface de contact avec le caoutchouc est importante et meilleur est le renforcement. Mais des particules trop fines sont plus difficiles à répartir uniformément dans le caoutchouc. Il faut donc trouver un équilibre. Maintenant, la question essentielle, pourquoi le noir de carbone fonctionne-t-il si bien dans le caoutchouc? Lorsqu'on mélange du caoutchouc avec de la suie et qu'on le vulcanise, les particules de carbone créent dans le caoutchouc un réseau tridimensionnel qui renforce le matériau. Prenez par exemple des spaghettis nature. Ils sont mous et se cassent facilement. Ajoutez-y maintenant une multitude de petites billes dures qui se lient aux molécules de spaghettis et entre elles. La structure devient beaucoup plus solide. Le noir de carbone représente jusqu'à 30% du volume d'un pneu. Sans lui, le caoutchouc s'userait 10 à 15 fois plus vite. Un pneu moderne parcourt 60 à 80 000 km, grâce précisément au noir de carbone. Il absorbe les contraintes mécaniques, les répartit, empêche le caoutchouc de se déchirer à chaque nid de poule. Autre propriété remarquable, la résistance aux ultraviolets. Le caoutchouc pur se dégrade sous la lumière solaire en quelques mois. La suie absorbe les rayons ultraviolets et protège les chaînes polymères de la décomposition. C'est pourquoi les produits en caoutchouc contenant du noir de carbone peuvent servir des années en plein air sans se détériorer. Au-delà des pneus, le noir de carbone entre dans la composition de milliers d'articles en caoutchouc. Courroies de moteur, joints d'étanchéité, flexibles, chaussures, tapis. Tous ces objets sont noirs justement à cause de la suie, et c'est elle qui les rend solides et durables. Il existe d'autres charges pour le caoutchouc, comme la silice, mais le noir de carbone est moins cher et plus efficace pour la plupart des applications. Mais les pneus ne sont pas la seule utilisation. Dans les batteries lithium-ion modernes, qui alimentent ton téléphone, ton ordinateur portable et les voitures électriques, le noir de carbone joue un rôle crucial. Il est ajouté aux électrodes comme additif conducteur. Pourquoi est-ce important? Parce que les matériaux actifs des électrodes conduisent mal l'électricité par eux-mêmes. Sans noir de carbone, la batterie ne pourrait ni se charger ni se décharger rapidement. Les particules de suie créent des chemins conducteurs dans la masse de l'électrode. Les électrons peuvent circuler rapidement à travers ce réseau, augmentant la puissance de la batterie. Et il ne faut que 2 à 5% de noir de carbone par rapport à la masse de l'électrode. Pas besoin de plus, car il ne participe pas aux réactions de stockage d'énergie. Il assure simplement le transport des électrons.
Dans les encres d'imprimerie et les toners, le noir de carbone constitue le pigment noir de référence. Il procure un noir profond et saturé, résistant à la décoloration. Le texte d'un livre imprimé il y a 100 ans, avec du noir de fumée, reste aujourd'hui net et noir. Les pigments synthétiques n'offrent pas une telle stabilité. Dans les plastiques, le noir de carbone sert à la fois de pigment et de protection contre les ultraviolets. Les pièces automobiles en plastique noir, les boîtiers électroniques, les canalisations, nombre d'entre eux contiennent du noir de carbone. Il améliore également la conductivité électrique des plastiques, ce qui s'avère essentiel pour les matériaux antistatiques et le blindage contre les interférences électromagnétiques. Chaque année dans le monde, des millions de personnes injectent dans leur maison un liquide qui se transforme en quelques secondes en un bouclier d'air solide. Il se dilate jusqu'à 30 fois son volume, bouillonne, chauffe presque jusqu'à la température de l'eau bouillante. Et c'est précisément à cet instant que tout se joue. La chaleur s'échappera-t-elle vers l'extérieur ou restera-t-elle emprisonnée pour des décennies? Mais pourquoi une fine couche de ce matériau isole-t-elle mieux que d'épaisses parois de laine ou de béton? Comment cet air plastique rend-il les réfrigérateurs rigides, les toitures chaudes et les factures énergétiques sensiblement plus légères? Il y a là une astuce chimique cachée à laquelle on ne pense presque jamais. Restez avec nous jusqu'au bout et vous découvrirez ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette mousse durant les premières secondes de sa naissance. La production d'isolation en polyuréthane repose sur une réaction entre deux composants liquides principaux, que l'industrie désigne conventionnellement par les côtés A et B. Le côté A se compose généralement d'isocyanate, tandis que le côté B est un mélange de polyols, de catalyseurs, d'additifs inifuges et d'agents gonflants. Lorsque ces deux liquides se rencontrent dans la chambre de mélange du pistolet pulvérisateur ou à l'intérieur du moule de production, une réaction exothermique vigoureuse se déclenche, dégageant une quantité considérable de chaleur. La température durant la réaction peut rapidement grimper jusqu'à 65, voire 93 degrés Celsius. Sous l'effet de cette chaleur, l'agent gonflant présent dans le mélange commence à s'évaporer instantanément, créant des milliards de bulles microscopiques. Ces bulles font gonfler le mélange liquide comme une pâte levée, mais à une vitesse bien supérieure. En quelques secondes à peine, le volume initial du liquide peut être multiplié par 30, 50, voire 60. Il en résulte une structure où seuls 2 à 5% du volume sont occupés par l'armature polymère solide, les 95 à 98% restants étant constitués de gaz emprisonnés dans des cellules fermées. C'est précisément cette structure à cellules fermées qui rend la mousse de polyuréthane si efficace. Dans les isolants traditionnels, comme la laine minérale, l'air peut circuler librement entre les fibres, ce qui réduit les propriétés isolantes. Dans le polyuréthane, en revanche, chaque bulle forme une capsule hermétique. Le gaz à l'intérieur de ces capsules conduit la chaleur bien moins efficacement que l'air ordinaire. Dans le système de mesure américain, l'efficacité de l'isolation est évaluée par l'indice Air Value, par pouce d'épaisseur. La mousse de polyuréthane à cellules fermées affiche l'un des indices les plus élevés, de R6 à R7 par pouce, tandis que la fibre de verre n'atteint qu'environ R3,5. Dans la pratique, le résultat est impressionnant. Lors de l'isolation d'un bâtiment résidentiel, l'opérateur utilise un équipement spécial à haute pression qui achemine les composants par des tuyaux chauffants jusqu'au pistolet pulvérisateur. La pression dans le système peut atteindre de 453 à 700 livres par pouce carré. Lorsque le mélange atteint la surface du mur, il ressemble à un fin film humide, mais en une fraction de seconde, il commence à bouillonner et à se dilater, comblant chaque fissure, chaque pouce d'espace entre les poutres.
Grâce à son excellente adhérence, la mousse se fixe au bois, au métal ou au béton, de façon quasi permanente, créant non seulement une barrière thermique, mais aussi une barrière d'étanchéité à l'air. Au-delà du bâtiment, cette technologie est essentielle pour la fabrication des réfrigérateurs. Si vous examinez la paroi d'un réfrigérateur domestique moderne, son épaisseur n'est que d'environ 2 pouces. À l'intérieur de cet espace se trouve de la mousse de polyuréthane solidifiée. Lors de la fabrication du réfrigérateur, les composants liquides sont versés dans la cavité, entre l'enveloppe métallique externe et le revêtement plastique intérieur. La mousse se dilate à l'intérieur, créant une pression interne considérable. Non seulement elle assure une isolation parfaite, permettant de conserver les aliments au frais à 2 degrés alors qu'il fait 26 degrés à l'extérieur, mais elle confère aussi à la structure du réfrigérateur sa rigidité. Sans cette mousse, les parois du réfrigérateur seraient fragiles, comme une fine feuille de tôle. L'impact économique de l'utilisation de cet air plastique se chiffre en milliards de dollars chaque année. Grâce à son coefficient R élevé, les propriétaires aux États-Unis peuvent économiser jusqu'à 20% sur leur facture de chauffage en hiver et de climatisation en été. À l'échelle nationale, cela représente une réduction des besoins énergétiques de plusieurs millions de mégawattheures. Par exemple, un simple pouce d'isolation en polyuréthane sur le toit d'un vaste entrepôt de 4 km² peut s'amortir en seulement 2 ou 3 saisons, grâce aux économies de combustible réalisées. La densité du matériau constitue également une caractéristique essentielle. Pour l'isolation murale classique, on utilise une mousse d'une densité d'environ 1 kg pour 40 cm. Elle est suffisamment ferme pour résister à de légères pressions, tout en restant légère. Il existe toutefois des mousses renforcées, à densité plus élevée, destinées à l'isolation des fondations ou des toitures praticables. Le processus de fabrication du polyuréthane implique également un contrôle rigoureux de la taille des alvéoles. Plus les bulles sont fines, meilleure est la rétention thermique du matériau. Les catalyseurs modernes permettent de créer des milliards de cellules, mesurant quelques centièmes de pouce. Cela permet d'atteindre une homogénéité du matériau presque parfaite. Lorsque la mousse durcit, elle se transforme en plastique inerte, qui ne pourrit pas, n'attire pas les rongeurs et peut durer aussi longtemps que le bâtiment lui-même, c'est-à-dire plus de 50 ans sans perdre ses propriétés. Ainsi, la technologie de transformation de produits chimiques liquides en mousse solide constitue l'un des outils les plus efficaces de notre époque. En utilisant un minimum de matière et un maximum d'air, l'humanité a appris à créer des boucliers invisibles qui retiennent la chaleur à l'intérieur de nos habitations, maintiennent la fraîcheur des aliments dans les magasins et permettent à d'immenses pétroliers de transporter du gaz naturel liquéfié à des températures extrêmement basses de moins 126 degrés. Il s'agit d'une ingénierie pratique, orientée vers la survie et le confort dans un monde où l'énergie devient de plus en plus coûteuse. Bien que la production de mousse soit un procédé chimique, le bilan écologique penche largement en sa faveur. L'énergie dépensée pour fabriquer l'isolation en polyuréthane d'une maison est généralement amortie grâce aux économies de chauffage et d'électricité, en seulement 8 à 12 mois d'utilisation. Sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, l'emploi de cette mousse évite le rejet dans l'atmosphère d'une quantité de dioxyde de carbone 100 fois supérieure aux émissions générées lors de sa propre fabrication. Et si je vous disais que l'éclat de votre voiture, de vos appareils électroménagers et même des gratte-ciel cache l'un des secrets les plus dangereux du monde chimique? Le métal que nous voyons chaque jour dans son reflet miroir commence son voyage dans les entrailles sales de la Terre
et peut se transformer en une substance dont même les ingénieurs prennent la fuite. Pourquoi donc l'utilisons-nous encore en toute tranquillité? Et comment, à partir d'un minerai gris insignifiant, naît le légendaire éclat métallique? Regardez jusqu'à la fin, je vous révélerai un fait qui changera radicalement votre perception du chrome. Le chrome est le véritable directeur artistique du monde chimique, une célébrité métallique qui adore l'attention et la brillance. C'est lui qui veille à ce que vos couverts ne se transforment pas en horreur rouillée et à ce que votre moto ait l'air tout juste sortie d'un atelier du futur. Un vrai dandy métallique, mais pour accéder à son essence élégante, il faut traverser tous les cercles de l'enfer industriel. Son nom d'ailleurs vient du grec chroma, qui signifie couleur. Et il porte bien son nom, car ses composés sont un véritable feu d'artifice. Du pigment jaune éclatant, dont on peignait autrefois les autobus scolaires, au vert intense utilisé dans les peintures. Il est littéralement le père de toutes les couleurs, tout en préférant arborer sa tenue blanc argenté, ultra tendance au lustre étincelant. C'est comme une célébrité qui dissimule, sous le fond de teint et les paillettes, le fait qu'au petit matin, elle ressemble à nous tous, grise et misérable, et que seul le travail acharné de l'industrie chimique en fait une star. Mais revenons à la poussière et au drame. Ce magnifique séducteur est l'enfant de l'haltérophilie. La plupart de ces gisements, un véritable trésor de minerais de chrome, sont cachés profondément dans les entrailles de la Terre. Et savez-vous qui est le principal fournisseur de cet éclat? L'Afrique du Sud, mesdames et messieurs. C'est la véritable Mecque pour les amateurs de chrome, où des machines gigantesques, telles des dragons métalliques affamés, dévorent la roche. L'extraction de la chromite n'est pas une promenade de santé. C'est une affaire sale, gourmande en énergie et très sérieuse. Le chrome ne traîne pas en surface. Il exige qu'on descende jusqu'à lui, qu'on le creuse, qu'on le broie. Et ce n'est qu'ensuite qu'on commence à le persuader de livrer son éclat. Le minerai ne ressemble en rien au pare-choc polyphénal. Il est gris, rocailleux et, pour être honnête, absolument quelconque. C'est comme voir une star d'Hollywood sans maquillage, à peine sortie du lit. Un peu choquant, mais c'est la réalité. Après l'extraction commence le plus intéressant, la transformation du minerai en ferrochrome, un alliage de fer et de chrome, qui est la principale forme de transport du chrome pour l'industrie. Cela se fait dans d'immenses fours à arc électriques, où la température est si élevée qu'elle ferait s'évaporer jusqu'à votre rêve le plus audacieux. Le ferrochrome est une sorte de demi-produit de brillance, et il est absolument crucial pour créer ce qui rend notre vie confortable et esthétique, l'acier inoxydable. Et c'est ici que nous abordons le rôle le plus important de cet élément, son rôle de super-héros anti-corrosion. L'acier inoxydable, c'est essentiellement du fer qui s'est trouvé le gardien idéal. Et ce gardien, c'est précisément le chrome. Lorsque nous ajoutons du chrome au fer, le chrome, tel un véritable gentleman, monte à la surface de l'acier et forme une pellicule passive d'oxyde de chrome, extrêmement fine, invisible, mais incroyablement résistante. Cette pellicule est un bouclier véritablement invincible, qui se régénère instantanément si on l'égratigne. C'est comme disposer d'une réserve infinie de nanopansements, toujours prêts à intervenir. Grâce à cette pellicule, nos éviers de cuisine, nos instruments chirurgicaux, notre vaisselle et même des gratte-ciels entiers ne se couvrent pas de rouille hideuse. C'est là le travail essentiel du chrome, protéger le fer de son plus grand ennemi, et il le fait avec une telle facilité que nous ne remarquons même pas ses efforts.
Il est si modeste lorsqu'il protège, mais si brillant lorsqu'il se met en valeur. Mais, comme toute star, le chrome cache un secret ténébreux. Et c'est là que nous enlevons nos lunettes roses, pour comprendre pourquoi la question de l'extraction est sérieuse. Dans sa forme la plus répandue et stable, le chrome possède un certain degré d'oxydation et constitue généralement un oligo-élément sûr, voire nécessaire à notre alimentation. Mais lorsque le chrome décide de raviver sa jeunesse rebelle et augmente son degré d'oxydation de 3 à 6, il se transforme en véritable méchant chimique, connu sous le nom de chrome hexavalent. Ce personnage est toxique, cancérigène, et nous le connaissons grâce au drame hollywoodien sur Erin Brockovich, qui a lutté contre la pollution industrielle de l'eau par cet élément. Vous connaissez cette histoire ? Dites-nous si elle vous a plu. Le chrome hexavalent n'est pas qu'une simple nuisance, c'est une menace réelle pour la santé des travailleurs dans l'industrie et pour l'environnement s'il n'est pas éliminé correctement. Il se forme dans certains procédés industriels, notamment lors du chauffage, et c'est là que l'éclat élégant bascule vers un versant très sombre. C'est pourquoi les ingénieurs chimistes et les écologues mènent une lutte constante pour que ce rebelle Pulse 6 reste sous contrôle strict et soit neutralisé en un Pulse 3 inoffensif, avant même de quitter l'enceinte de l'usine. C'est comme garder sous clé le membre le plus imprévisible de la famille pour qu'il ne gâche pas la fête familiale. Enfin, parlons de son rôle le plus brillant, celui de roi de la galvanoplastie. Le chromage électrolytique, ou comme on dit simplement chromage, est le procédé qui transforme un métal ordinaire en objet de luxe. Pensez aux poignées de porte, pare-chocs, jantes, tuyaux d'échappement, robinets de cuisine. Tout ce qui brille et reflète la lumière avec cet éclat métallique aristocratique. C'est une couche très fine, mais incroyablement dure de chrome, appliquée par méthode électrochimique. Il ne se contente pas d'offrir un aspect fantastique, il rend également la surface résistante aux rayures, à l'usure et bien entendu à la corrosion. Le processus de chromage est souvent assez salissant et complexe, nécessitant un contrôle extrêmement précis, mais le résultat en vaut la peine. Le chrome joue ici le rôle de revêtement brillant final, comme la touche ultime d'un artiste qui transforme son œuvre en chef-d'œuvre. Il s'attribue toute la gloire, alors qu'en dessous se cache parfois un simple cuivre ou nickel. C'est la façade métallique que tout le monde adore photographier. Voilà donc l'histoire du chrome. Il commence son voyage sous forme de minerai peu attrayant dans les entrailles chaudes et poussiéreuses d'Afrique du Sud, exige un processus de purification complexe et souvent dangereux pour abandonner ses habitudes toxiques. Et ce n'est qu'ensuite qu'il revêt son plus beau costume argenté pour devenir le protecteur et le roi de l'éclat dans votre quotidien. C'est grâce à lui que votre cafetière affiche un style moderne et que votre automobile étincelle au soleil. C'est un élément de contraste. Extraction sale, finition élégante, mortellement toxique à +6, bénéfique à +3, protection invisible et éclat aveuglant. Et tout cela pour que nous puissions dire « Oh, regarde comme ça brille !» Alors, la prochaine fois que vous admirerez l'éclat du chrome, souvenez-vous de ce lointain début poussiéreux dans les mines, là où cet éclat est né. Toutes les 60 secondes dans le monde, plus de 100 catalyseurs sont volés sur des automobiles. Les criminels ne chassent pas les voitures. Ils s'intéressent au métal à l'intérieur, plus cher que l'or et le platine réunis. Son prix atteignait 2800 $ l'once, et les réserves mondiales pourraient s'épuiser dans quelques décennies. Le plus étonnant ?
Ce métal est caché dans le pot d'échappement de presque chaque voiture qui passe devant vous en ce moment même. Le palladium, un élément rare dont 80%, est concentré dans seulement 2 pays et qui nous sauve littéralement de l'asphyxie chaque jour. Mais il y a un détail que peu de gens soupçonnent. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez le sombre secret de pourquoi ce métal, sans intérêt apparent, pourrait provoquer une crise mondiale dès demain. Prêts à révéler la vérité sur le palladium? Oubliez les diamants brillants et les montres de luxe. Le vrai buzz et la vraie valeur dans le monde moderne se cachent souvent là où vous vous y attendez le moins. Le palladium, c'est exactement ce genre de MVP de l'ombre. Le truc c'est, si vous avez une voiture, alors c'est presque sûr à 100% qu'elle contient un catalyseur. Et dedans, du palladium. Ce n'est pas juste une petite pièce quelconque, c'est un vrai filtre qui rend l'air que nous respirons plus propre. Quand le moteur brûle de l'essence, il dégage plein de substances nocives. Monoxyde de carbone, oxyde d'azote, hydrocarbures. Si tout cela était simplement relâché dans l'atmosphère, nous respirerions du poison depuis longtemps. C'est là qu'entre en jeu le catalyseur. Le palladium, avec le platine et le rhodium, agit comme catalyseur. Il accélère les réactions chimiques qui transforment ces gaz toxiques en substances moins nocives. Eau, dioxyde de carbone et azote. Autrement dit, il nous sauve littéralement du smog et des pluies acides. Le palladium appartient au groupe des métaux du platine, qui comprend également le platine, le rhodium, le ruthénium, l'osmium et l'iridium. Ces métaux sont rares, inertes, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas facilement avec d'autres éléments, et ont des propriétés catalytiques uniques. Longtemps, le platine était le roi. Il était utilisé en bijouterie, dans l'industrie et dans ces mêmes catalyseurs. Mais ensuite, il y a eu un plot twist. La demande d'automobiles a commencé à croître, les normes écologiques devenaient de plus en plus strictes et le palladium s'est révélé être une alternative moins chère et plus efficace au platine pour les moteurs essence. Pour les diesels, le platine reste plus performant. Résultat, le prix du palladium a littéralement explosé. Il a dépassé le platine, puis l'or, devenant l'un des métaux les plus chers au monde. En 2020 et 2021, son prix atteignait plus de 2800 $ l'once, ce qui en faisait l'objet d'envie de tous les investisseurs et la cause de la chasse aux catalyseurs pour un gain facile. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est criminel. Le palladium est une ressource qui est extraite de la Terre. Et il y en a très peu. Selon les estimations d'experts, plus de 80% des réserves mondiales de palladium sont concentrées dans seulement 2 pays, l'Afrique du Sud et la Russie. Imaginez que tous vos produits dérivés préférés ou votre console de jeu ne soient fabriqués que par 2 entreprises au monde. Le moindre problème chez elles, et c'est fini. Pénurie, prix dans l'espace, buzz incontrôlable. C'est pareil avec le palladium. Les événements politiques et économiques dans ces pays peuvent instantanément influencer les livraisons mondiales et le prix du métal. Et le plus important, c'est une ressource non renouvelable. Chaque gramme que nous extrayons est un gramme de moins dans les entrailles de la Terre. Au rythme actuel d'extraction et de consommation, les réserves de palladium pourraient s'épuiser dans quelques décennies. Ce n'est pas seulement un problème pour l'industrie automobile, c'est un défi global qui force les scientifiques et ingénieurs à chercher des alternatives et de nouvelles solutions. La majorité du palladium, comme nous l'avons déjà établi, se trouve dans 2 endroits sur la planète.
Et il n'y traîne pas en pépites séparées, comme l'or ou l'argent. Le palladium est un vrai introverti qui se cache en compagnie de ses frères du groupe des métaux du platine et d'autres métaux, comme le nickel et le cuivre. Il fait partie d'un minerai complexe qu'il faut d'abord trouver, puis très soigneusement déballer. Les géologues étudient pendant des années de vastes zones terrestres, utilisant diverses technologies, du cartographie détaillée et des méthodes géophysiques. C'est quand, avec des appareils spéciaux, ils radiographient la Terre pour trouver des anomalies, jusqu'au forage d'exploration. Ils cherchent ces fameux corps minéralisés, des zones rocheuses où la concentration de palladium et d'autres métaux précieux est suffisamment élevée pour que leur extraction soit économiquement rentable. Trouvé? Cool. Maintenant commence le plus intéressant. La majorité du palladium est extraite de mines souterraines. Oubliez les images de dessins animés, où les nains creusent avec des petites pioches. Ce sont des constructions d'ingénierie colossales, d'énormes tunnels qui s'étendent sur des kilomètres sous terre, parfois jusqu'à 4 kilomètres de profondeur. C'est comme construire des villes souterraines entières. Les mineurs, dans un équipement spécial et avec des masques qui protègent de la poussière, travaillent dans des conditions difficiles. Ils utilisent de puissantes foreuses pour créer des trous de mine, des orifices dans la roche. Puis ces trous sont remplis d'explosifs. Boum! Après l'explosion contrôlée, la roche se brise et forme de gros morceaux de minerai contenant du palladium. Ces morceaux de roche sont ensuite chargés dans des camions spéciaux ou sur des tapis roulants qui les transportent vers les ascenseurs. Les ascenseurs sont comme des ascenseurs géants qui déplacent des tonnes de minerai des profondeurs de la mine vers la surface. C'est un processus très énergivore et toute cette infrastructure, ventilation, éclairage, transport, nécessite un contrôle et une maintenance constants. Quand le minerai arrive en surface, ce n'est pas encore fini. Il ressemble juste à une pierre ordinaire, et personne ne devinerait même qu'un métal précieux y est caché. Donc la prochaine étape est l'enrichissement. C'est comme séparer le grain de la paille, mais à l'échelle d'une entreprise industrielle. D'abord, le minerai est broyé. Il passe par des concasseurs, des machines gigantesques qui brisent littéralement les gros morceaux en plus petits. Puis ces morceaux plus petits sont alimentés dans des broyeurs, où à l'aide de boules ou de barres d'acier, ils sont réduits en fine poudre. C'est un vrai spectacle de puissance industrielle. Grondements, vibrations, nuages de poussière. Tout cela crée l'impression que vous vous trouvez sur une station spatiale. Après le broyage, commence le processus le plus complexe et le plus intéressant, la flottation. De grands réservoirs remplis d'eau, à laquelle on ajoute des réactifs chimiques spéciaux, collecteurs et moussants. Ces réactifs ont une propriété étonnante. Ils adhèrent sélectivement aux particules de palladium et d'autres métaux du groupe du platine, les rendant hydrophobes, c'est-à-dire repoussant l'eau. Puis, on fait passer de l'air à travers ce mélange, créant des millions de bulles. Les particules de minerai auxquelles les réactifs ont adhéré s'accrochent à ces bulles et remontent à la surface, formant une mousse. Et la roche vide se dépose au fond. Cette mousse est collectée. C'est le concentré qui contient beaucoup plus de palladium que le minerai initial. Mais même ce concentré contient encore plein de choses indésirables. Donc il est envoyé aux usines métallurgiques. Là, le concentré subit un traitement à haute température dans des fours, où les métaux fondent. Puis ils sont séparés par différentes méthodes, par exemple par électrolyse ou dissolution chimique, pour séparer les métaux du platine, du nickel et du cuivre. C'est une ingénierie chimique très complexe qui permet d'obtenir un mélange de métaux du groupe du platine.
Chaque année, le monde jette plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques. Mais il existe un pays qui a décidé de changer cette statistique pour toujours. La Corée du Sud. Ici, dans l'usine ultramoderne de LG Chem, les vieilles batteries ne sont pas jetées, elles renaissent. Le lithium, le cobalt, le nickel, des métaux qui autrefois finissaient dans les décharges, alimentent désormais à nouveau les voitures électriques et les smartphones. Mais derrière cette propreté se cache quelque chose de plus qu'une simple technologie. C'est toute une philosophie d'un monde nouveau où les déchets deviennent des ressources et l'ingénierie, un art de sauver la planète. Que cache donc cette usine qui transforme les déchets en or du futur? Restez jusqu'à la fin et vous verrez ce qu'on ne montre même pas dans les reportages scientifiques. Yoon Ji-hoon a toujours rêvé de faire quelque chose de significatif pour la planète. Depuis l'enfance, en observant le développement rapide des technologies, il voyait aussi le revers de la médaille, des montagnes de déchets électroniques qui croissaient chaque année. Les batteries, partie intégrante de notre vie quotidienne, lui semblaient un défi particulièrement inquiétant. Leur quantité limitée de matières premières et les dommages potentiels à l'environnement après utilisation ne lui laissaient aucun repos. C'est pourquoi, lorsque la Corée du Sud a annoncé un programme national ambitieux de recyclage des batteries au lithium, Yoon a senti qu'il avait trouvé sa vocation. Le pays, devenu leader mondial dans la production d'électronique, avait maintenant l'intention de diriger aussi le mouvement pour son développement durable. Et l'usine LG Chem à Séoul était l'un des fleurons de cette révolution écologique. Enfin, Yoon Ji-hoon se tenait devant les immenses murs de verre d'un bâtiment qui ressemblait plus à une galerie d'art qu'à un site industriel. Aucune cheminée fumante, aucun bruit assourdissant. Seulement des lignes épurées et une architecture impressionnante, reflétant la philosophie de production verte. « Bienvenue dans notre futur, monsieur Yoon », le salua une voix chaleureuse. C'était Lee Jong-woo, le directeur de l'usine. Un homme aux cheveux gris avec des yeux pétillants qui rayonnaient d'enthousiasme. Préparez-vous à quelque chose de vraiment impressionnant. Monsieur Lee conduisit Yoon vers l'entrée, où une voiturette électrique les attendait déjà. Pendant le trajet vers le premier atelier, Lee Jong-woo parlait de la philosophie de l'usine. « Nous aspirons à une économie circulaire absolue », expliquait-il. « Chaque batterie usagée n'est pas un déchet, mais une ressource précieuse qui attend sa renaissance. Nous ne recyclons pas simplement, nous redonnons vie. » Leur chemin passait par des couloirs transparents, d'où s'ouvrait une vue panoramique sur les jardins entourant les ateliers de production. Ça ne ressemblait à aucune usine que Yoon avait vue auparavant. Même l'air était pur et frais, dépourvu de toute odeur industrielle. Enfin, ils arrivèrent au premier atelier, le terminal de réception. Yoon Ji-hoon s'attendait à voir des montagnes de batteries sales et endommagées. Mais au lieu de cela, un ordre impressionnant s'offrit à sa vue. Toutes les batteries qui arrivaient ici étaient soigneusement triées et placées dans des conteneurs hermétiques. « Nous recevons des batteries de toute la Corée du Sud, ainsi que d'autres pays asiatiques », expliqua Lee Jong-woo. Et le plus important, ce ne sont pas seulement des batteries de voitures électriques, mais aussi de téléphones portables, d'ordinateurs portables, d'outils électriques, de tous les appareils alimentés par des batteries au lithium. Yoon observait avec étonnement comment les manipulateurs robotisés de LG Chem, se déplaçant avec précision, déchargeaient les conteneurs.
Ces robots étaient conçus non seulement pour déplacer des charges, mais aussi pour le diagnostic initial et l'identification des types de batteries. Chaque mouvement était perfectionné. La phase initiale, c'est le démontage, poursuivit Lee. C'est ici que commence la magie. Ils passèrent à l'atelier suivant, l'atelier de démontage. Ici, derrière d'épaisses cloisons de verre, travaillaient des robots encore plus sophistiqués. Ils démontaient soigneusement les batteries, les séparant en composants individuels. Boîtiers, électrodes, séparateurs. Tout le processus était entièrement automatisé pour minimiser les risques pour l'homme et assurer une efficacité maximale. Chaque batterie a son passeport, unique, dit Lee, montrant l'écran où s'affichèrent des informations détaillées sur une batterie spécifique. Nous connaissons son type, son fabricant, sa date de production. Cela nous permet d'optimiser le processus de démontage et d'assurer la plus haute qualité des matériaux extraits. Après le démontage, les composants des batteries passaient à l'étape suivante, la plus importante, l'atelier hydrométallurgique. C'était le cœur de l'usine. L'air ici était un peu plus humide et on sentait un léger goût métallique dans l'air. Ici, nous utilisons des procédés chimiques pour extraire les métaux précieux, expliqua Lee Jong-woo. Le lithium, le cobalt, le nickel, le manganèse, c'est le véritable or de notre siècle. Yoon Ji-hoon imaginait les réactions chimiques complexes qui se déroulaient dans ces immenses réservoirs. Grâce à l'hydrométallurgie, les métaux précieux se dissolvaient dans des solutions spéciales, puis, par électrolyse et d'autres technologies, se séparaient sous forme pure. Ce processus nous permet d'extraire 90% des matériaux de chaque batterie, dit Lee avec fierté. Imaginez, d'une batterie usagée, nous récupérons presque tous ses composants pour les réintégrer dans le cycle de production. C'est un pas incroyable vers la réduction du besoin en ressources primaires et la minimisation des déchets. Yoon Ji-hoon était impressionné. Ce n'était pas simplement une usine, c'était un véritable laboratoire du futur, où les déchets se transformaient en nouveaux matériaux. Ils passèrent à l'atelier suivant, l'atelier de traitement des matériaux secondaires, où le lithium, le cobalt et autres métaux déjà extraits subissaient un nettoyage final et une préparation pour une utilisation ultérieure. C'étaient des granules et des poudres brillantes qui ressemblaient à des pierres précieuses. Ces matériaux sont ensuite renvoyés aux fabricants de batteries, raconta Lee. LG Chem, Samsung SDI, SK, Innovation, tous utilisent nos matériaux recyclés pour créer de nouvelles batteries de haute qualité. C'est un véritable cycle fermé. Yoon Ji-hoon comprit que ce n'était pas simplement du recyclage, c'était une renaissance. Chaque batterie recyclée recevait une chance de nouvelle vie, devenant partie d'une nouvelle voiture électrique, d'un nouveau smartphone ou d'un nouveau système de stockage d'énergie. C'était la véritable économie circulaire en action. À la fin de la visite, Lee Jong-woo invita Yoon au centre de contrôle, qui ressemblait à un vaisseau spatial. De grands écrans affichaient des données sur chaque étape de production, et les opérateurs surveillaient les indicateurs en temps réel. Notre objectif est de recycler 500 000 tonnes de lithium par an, dit Lee, montrant un graphique démontrant la croissance rapide des volumes de recyclage. Cela nous permettra de réduire considérablement la dépendance aux importations de matières premières et de rendre la Corée du Sud encore plus résiliente et indépendante. Yoon Ji-hoon sentit l'inspiration le remplir. Il avait vu non pas simplement une usine, mais un espoir pour l'avenir, où technologie et écologie marchent main dans la main, où chaque pas, chaque invention d'ingénierie vise à préserver notre planète. Et le plus intéressant,
ajouta Lee en souriant. Tous ces processus, toute cette infrastructure complexe fonctionnent grâce aux énergies renouvelables. Panneaux solaires sur le toit, système géothermique de chauffage, nous visons zéro émission de carbone. Yoon Ji-hoon, qui sortit de l'usine LG Chem en fin d'après-midi, se sentait une personne différente. Il avait vu le futur, et ce futur était lumineux, propre et écologique. La Corée du Sud, pays de haute technologie, avait montré au monde entier qu'on peut non seulement produire, mais aussi consommer de manière responsable, donnant une nouvelle vie aux vieilles choses. L'histoire du recyclage des batteries en Corée du Sud, qu'il considérait autrefois comme de simples nouvelles, était maintenant devenue pour lui une réalité vivante. Il savait que son propre travail, ses propres idées, feraient désormais partie de ce mouvement grandiose et mondial. Le mouvement vers un monde où chaque ressource est précieuse, où chaque déchet a du potentiel, où l'économie circulaire n'est pas simplement une tendance, mais une nécessité vitale. Et il était fier de faire partie de cette ère de renaissance. Chaque année, plus de 13 millions de tonnes de caoutchouc naturel sont produites dans le monde. Un matériau sans lequel aucun pneu, aucun gant, ni aucun joint d'aviation ne pourrait exister. Mais peu de gens se demandent d'où vient cette substance élastique. Quelque part sous les tropiques, au milieu des forêts humides de Thaïlande et de Malaisie, des milliers d'ouvriers, avant même l'aube, insistent l'écorce des arbres pour récolter un liquide blanc, le latex, qui sera ensuite transformé en caoutchouc. Comment ? À partir d'une simple sève d'EVA, naît le matériau qui fait rouler nos voitures, voler nos avions et même fonctionner nos programmes spatiaux. Et quel secret cachent ces plantations, où jour après jour naît l'une des ressources les plus importantes de l'humanité. Regardez jusqu'à la fin, vous verrez ce que l'on ne montre pas aux touristes. Les plantations de caoutchouc sont de grandes exploitations agricoles où l'on cultive des EVAs, qui sont la principale source de caoutchouc naturel. Ces plantations sont généralement situées dans les régions tropicales, car l'EVA a besoin d'un climat chaud, de beaucoup de pluie et d'humidité pour une croissance optimale. L'histoire des plantations de caoutchouc remonte au 19e siècle, lorsque l'anglais Henry Wickham a sorti clandestinement des graines d'EVA du Brésil pour les amener aux jardins botaniques royaux de Kew, en Grande-Bretagne. De là, de jeunes plants ont été envoyés dans les colonies britanniques d'Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et au Sri Lanka, où la culture à grande échelle a commencé. Aujourd'hui, les plus grands producteurs de caoutchouc naturel sont la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Le processus de récolte du caoutchouc des arbres s'appelle la saignée. Les ouvriers font de fines incisions en biais sur l'écorce de l'arbre, généralement tôt le matin, lorsque la sève, le latex, coule le plus activement. Le latex est un liquide laiteux qui s'écoule des incisions et est recueilli dans de petites tasses fixées au tronc de l'arbre. Il est important de faire les incisions avec précaution pour ne pas endommager le cambium, la couche responsable de la croissance de l'arbre, et ne pas nuire à la production future de latex. Un seul arbre peut produire du latex pendant de nombreuses années, parfois jusqu'à 25 ou 30 ans. Le latex récolté est transporté des plantations vers les usines de traitement de différentes manières, selon la taille de la plantation, la distance jusqu'à l'usine et l'infrastructure disponible.
Dans certaines régions où les rivières sont la principale voie de transport, le latex peut être transporté dans de grands conteneurs sur des barges ou des bateaux. L'objectif principal du transport est de livrer le latex à l'usine de traitement le plus rapidement possible et dans son état initial pour garantir la qualité du produit final. Dans les usines de traitement, le latex récolté dans les plantations de caoutchouc subit un processus complexe mais bien rodé, dont le but est de séparer le caoutchouc pur de l'eau et des autres impuretés. Ce processus commence dès l'arrivée du latex à l'usine et comporte plusieurs étapes clés qui garantissent l'obtention d'un caoutchouc brut de haute qualité. D'abord, à son arrivée à l'usine, le latex liquide, qui arrive généralement dans de grandes citernes, est filtré. Cette première étape de filtration permet d'éliminer toutes les grosses impuretés mécaniques, comme les morceaux d'écorce, les feuilles ou d'autres matières végétales qui auraient pu s'y introduire lors de la récolte ou du transport. Pour cela, on utilise des tamis ou des grilles de différentes tailles de mailles. Après filtration, le latex est pompé dans de grandes cuves pour être dilué. En général, le latex récolté sur les arbres a une concentration en matière sèche d'environ 35%. Pour le traitement ultérieur, on le dilue avec de l'eau pure jusqu'à une concentration plus faible et plus maniable, souvent de 20%. Cette dilution facilite le processus de coagulation ultérieure et assure l'homogénéité du produit obtenu. L'étape clé dans le traitement du latex est la coagulation, c'est-à-dire le processus de solidification. Le latex naturel est une émulsion stable, où de minuscules particules de caoutchouc sont dispersées dans un milieu aqueux. Pour séparer le caoutchouc, il faut rompre cette stabilité. Pour cela, on ajoute un acide au latex dilué, généralement de l'acide formique ou acétique. L'acide abaisse le pH du latex, détruisant les facteurs de stabilisation et forçant les particules de caoutchouc à s'agglomérer et à précipiter. Le latex est laissé dans des réservoirs spéciaux ou de grandes cuves où une coagulation progressive a lieu. Selon le type de latex et le produit final désiré, le processus de coagulation peut durer de quelques heures à une journée. Pendant ce processus, le caoutchouc se sépare de la partie aqueuse, formant une masse gélatineuse. Une fois la coagulation terminée, la masse de caoutchouc obtenue, qui a l'aspect d'une feuille molle et gélatineuse, est délicatement retirée des cuves. Ce caoutchouc brut passe ensuite à travers une série de rouleaux. D'abord, il passe entre des rouleaux crantés, qui aident à éliminer la majeure partie de l'eau résiduelle, tout en créant une texture caractéristique à la surface de la feuille de caoutchouc. Cela contribue également à augmenter la surface pour un séchage ultérieur plus efficace. L'étape suivante est le lavage. Les feuilles de caoutchouc sont soigneusement lavées à l'eau pure pour éliminer les résidus d'acide et toute autre impureté soluble dans l'eau. La qualité du lavage est extrêmement importante car les résidus d'acide peuvent affecter négativement les propriétés du caoutchouc final et son vieillissement. Après le lavage, les feuilles de caoutchouc sont prêtes pour le séchage. C'est l'une des étapes les plus importantes, car la qualité et la stabilité du produit dépendent de l'efficacité du séchage. Le séchage peut se faire de différentes manières. Traditionnellement, les feuilles sont suspendues dans des séchoirs spéciaux où elles sont exposées à de la fumée chaude. La fumée ne sèche pas seulement le caoutchouc, elle lui donne aussi sa couleur brun doré caractéristique et des propriétés fongicides, ce qui aide à prévenir le développement de moisissures. Le processus de séchage et de fumage peut durer de quelques jours à une semaine. Pour d'autres types de caoutchouc brut, on utilise des séchoirs mécaniques, où le caoutchouc est broyé en petits granulés ou en miettes, puis séché à l'air chaud dans des séchoirs tunnels.
Cela accélère considérablement le processus de séchage, permettant d'obtenir un produit fini en quelques heures. Après le séchage, les feuilles ou les granulés de caoutchouc finissent sont triés, classés par qualité selon les normes internationales, puis pressés en grands blocs ou balles. Ces blocs sont emballés, généralement dans un film polyéthylène, et marqués avant d'être expédiés aux consommateurs du monde entier. Chaque bloc a son poids, généralement 33 kg ou 111 kg, ce qui simplifie la logistique et le commerce.